pose en une antichambre de l'angoisse existentielle. C'est une exploration de la solitude dans un monde faussement connecté, du conflit entre le profit et l'héritage, et de la quête éperdue de rédemption quand on a déjà dépassé le milieu du chemin. Partie 2. Les personnages réinventés, au-delà de la caricature. 1. Jean-Claude Convenant, le naufragé jovial. Jean-Claude Convenant aimait se voir comme un conquérant. Un VRP de la vieille école, un de ceux qui concluait une affaire d'une tape dans le dos et d'une tournée au balto, le bar d'en face qui lui servait de second bureau. Il était JC, le vendeur star, le beauf magnifique, celui dont la Citroën Xantia blanche sillonnait les routes départementales comme un vaisseau amiral. Sa cravate criarde, sa poignée de main moite et son répertoire de blagues salaces étaient ses armes, et il les maniait avec l'assurance d'un homme qui a toujours gagné. Mais cette image soigneusement construite se fissurait dès qu'il se retrouvait seul. Le soir, dans la solitude impersonnelle d'une chambre d'hôtel Formule 1, le conquérant n'était plus qu'un homme de 50 ans fatigué, un étranger dans sa propre vie. Le reflet que lui renvoyait la fenêtre sombre n'était pas celui d'un gagnant, mais celui d'un naufragé. Ses voyages n'étaient pas des aventures, mais des fuites. Des fuites loin de sa maison de lotissement, loin du silence pesant de sa femme, Véro, qui ne le regardait plus qu'avec une lassitude infinie. Des fuites loin de ses fils, Johnny et Kevin, deux adolescents mutiques qu'il ne savait plus comment aborder, dont les bulletins scolaires étaient les seuls liens ténus qu'il entretenait avec leur existence. Son alcoolisme, sujet de plaisanterie au bureau, était sa bouée de sauvetage et sa pierre tombale. La flasque de whisky qu'il gardait dans la poche intérieure de son veston n'était pas un accessoire de bon vivant, mais un doudou tragique, un rempart contre l'angoisse de l'obsolescence. Il buvait pour oublier qu'il était un produit périmé dans un monde qui changeait trop vite, un dinosaure de la vente à une époque où tout commençait à se faire par email. Il buvait pour supporter le gouffre entre le personnage qu'il jouait et l'homme qu'il était devenu. Un échec. Sa seule ancre dans ce naufrage était Hervé. Leur amitié, cimentée par des années de pauses café et de déjeuners arrosés, était une forme de codépendance. Ils étaient deux prisonniers qui se racontaient des histoires pour oublier les barreaux de leur cellule. Hervé était le seul à qui il pouvait presque tout dire, le seul qui comprenait, sans jamais le formuler, qu'ils étaient tous les deux dans le même bateau qui prenait l'eau. Jean-Claude était un Sisyphe moderne, condamné à pousser chaque jour le rocher de sa fausse jovialité. Son travail, qui avait été sa fierté, était devenu sa malédiction. Il vendait des machines, des objets sans âme, dans un monde qui se déshumanisait, et chaque contrat signé était une nouvelle pelletée de terre sur le cercueil de ses rêves de jeunesse. Le commercial infatigable n'était qu'un homme épuisé, courant sur une route qui ne menait nulle part. 2. Hervé Dumont, le Don Quichotte du comité d'entreprise. Hervé Dumont, ou Vévert pour les intimes et les moqueurs, se percevait comme un intellectuel en exil, un esprit fin condamné à la médiocrité d'une PME de province. Responsable des achats et délégué syndical CFDS, il portait ses chemisettes à manches courtes comme un étendard de sa singularité et sa mallette en cuir usé comme le symbole de sa lutte. Il était l'homme des principes, le défenseur de la veuve et de l'orphelin face à la direction cynique incarnée par Jean-Guy Lecointre, le DRH. Leur joute verbale devant la machine à café étaient des moments de théâtre où Hervé, tel un avocat du peuple, brandissait le code du travail face à la logique implacable du profit. Pourtant, cette façade de vertu cachait des failles profondes et des contradictions douloureuses. Son engagement syndical, bien que sincère dans ses élans, était souvent teinté d'une hypocrisie née de la peur. Il n'hésitait pas à retourner sa veste si un pot de vin de la direction pouvait servir ses intérêts personnels. Son avarice, légendaire au sein de l'entreprise, n'était pas simplement de la pingrerie. Elle était le symptôme d'une angoisse existentielle, une tentative désespérée de contrôler un monde qui lui échappait en accumulant des biens et de l'argent dont il ne profitait jamais. Il vivait chichement malgré les héritages qui avaient fait de lui un homme secrètement aisé, comme si la pauvreté matérielle était le juste prix de sa pauvreté spirituelle. Divorcé et solitaire, il trouvait refuge dans ses passions. Sa collection de galets-peints qu'il classait avec une minutie de naturaliste était une tentative de mettre de l'ordre et de la beauté dans le chaos de sa vie. Le cinéma était son véritable sanctuaire. En tant que responsable du ciné-club de l'entreprise, il défendait avec une ferveur quasi religieuse les classiques du cinéma d'auteur, les films subversifs qu'il protégeait de la censure de Jean-Guy. C'était sa fenêtre sur un monde où les vies avaient un sens, où les dialogues étaient ciselés et où les passions étaient grandes. Un monde à l'opposé de sa propre existence,
faite de relations épisodiques et décevantes, comme son histoire sans lendemain avec Fred, la secrétaire de Nancy, qui le traitait de ringard, même dans les moments d'intimité. Sa vie, réglée comme du papier à musique, allait pourtant imploser. L'arrivée soudaine de Sarah, une jeune femme de 17 ans se présentant comme sa fille, fruit d'une liaison oubliée des années 80, allait faire voler en éclats ses certitudes et ses défenses. Cette paternité inattendue n'était pas un simple rebondissement de feuilleton. Sarah, étudiante en histoire de l'art, passionnée et intransigeante, allait devenir le miroir de ses propres renoncements, la boussole morale qui lui manquait. Elle incarnait une jeunesse et des idéaux qu'il avait depuis longtemps enterrés sous des couches de cynisme et de compromis. En la regardant, Hervé allait être forcé de se regarder lui-même et de faire face à une vie entière de lâcheté émotionnelle. Elle n'était pas seulement une fille retrouvée, elle était sa dernière chance de rédemption. 3. Les vies silencieuses, les personnages secondaires. Autour du duo tragicomique formé par Jean-Claude et Hervé, gravitaient d'autres âmes, d'autres solitudes, qui composaient la fresque morne de la vie de bureau. Leur drame était plus discret, leur voix moins forte, mais leur présence était essentielle à la mélancolie ambiante. Sylvain Muller, le comptable, n'était pas seulement la cible favorite des brimades de ses deux aînés. Derrière ses lunettes à monture fine et son air perpétuellement anxieux, se cachait une intelligence acérée et une colère froide. Il était le gardien des chiffres, le prêtre d'une religion faite de bilans et de grands livres. Son monde était binaire, logique, implacable. Chaque jour, il observait le désordre moral de l'entreprise avec la précision d'un entomologiste. Les blagues lourdes de Jean-Claude, les discours grandiloquents d'Hervé, les manœuvres de la direction, tout était enregistré, classé, analysé. Sa méticulosité n'était pas une simple qualité professionnelle. C'était une obsession, une façon de maintenir un semblant de contrôle dans un univers absurde. Et c'est cette obsession qui allait le pousser à creuser là où personne ne regardait, à suivre la piste des flux financiers du projet Renaissance et à découvrir les anomalies, les erreurs, qui n'en étaient pas. Sa rébellion ne serait pas bruyante, mais silencieuse et dévastatrice, comme une colonne de chiffres qui ne tombe pas juste. Jeanne Bignon, la secrétaire de direction, était la mémoire vivante de l'entreprise. Discrète, efficace, d'une loyauté sans faille envers son patron, Jean-Guy Lecointre, elle était le cœur secret de l'étage. Elle connaissait les peines de chacun, les couples qui se formaient et se défaisaient, les angoisses des évaluations annuelles, les rumeurs qui naissaient et mouraient près de la machine à café. Elle voyait la tristesse dans les yeux de Jean-Claude quand il pensait que personne ne le regardait. Elle entendait la frustration dans la voix d'Hervé derrière ses discours syndicaux. Elle était une observatrice empathique, une sorte de mère de substitution pour cette famille dysfonctionnelle. Sa position était cependant intenable. Tiraillée entre sa loyauté pour un patron qu'elle respectait malgré sa dureté et son affection pour ses collègues, elle allait être confrontée à un cas de conscience insoluble. Elle deviendrait le dépositaire des secrets du projet, une complice involontaire dont le silence pèserait de plus en plus lourd sur sa conscience. Jean-Guy Lecointre, le directeur des ressources humaines, n'était pas un simple méchant de comédie. Sa cruauté managériale, ses décisions implacables et son mépris affiché pour les petites gens de l'entreprise n'étaient pas le fruit d'une nature foncièrement mauvaise, mais la déformation professionnelle d'un homme sous pression. Il était le bras armé d'une direction lointaine et anonyme, le fusible destiné à sauter en cas de problème. Pris en étau entre les exigences de rentabilité des actionnaires et la résistance passive de ses employés, il avait adopté le cynisme comme seule philosophie possible. Le projet Renaissance était pour lui une opportunité de prouver sa valeur, de justifier son salaire et sa position. Il n'y voyait ni histoire, ni patrimoine, ni drame humain, mais seulement des lignes sur un bilan prévisionnel. Sa froideur n'était pas de la méchanceté, mais une forme de survie dans un système qui broyait les individus, qu'ils soient en haut ou en bas de l'échelle. Il était aussi prisonnier que les autres, mais sa cage était dorée. Partie 3. Le décor planté. L'entreprise et la ville comme personnages. 1. L'espace de travail au début des années 2000. Un purgatoire beige. L'entreprise était un non-lieu, un espace interchangeable qui aurait pu se trouver n'importe où. C'était un concentré de l'esthétique de bureau du début du millénaire, une époque de transition technologique et de design fonctionnel sans âme. Les bureaux étaient des paysages de plastique beige et de stratifié gris. Sur chaque poste de travail trônait un moniteur à tube cathodique, lourd et encombrant,
qui crépitait doucement en affichant un économiseur d'écran avec le logo de l'entreprise. À côté, la tour d'un ordinateur